Alors, je vais demander à Philippe Mérieux, qui est parmi nous, de nous rejoindre et de bien vouloir ouvrir sa caméra. Bonsoir Philippe. Bonsoir Guylaine. Donc Philippe Mérieux est donc le Très dernier. heureux d'être avec vous. Et nous sommes ravis, nous aussi, Philippe, de vous avoir avec nous ce soir au SNUIPP pour cette dernière conférence de nos universités en ligne. Alors, on va attendre 2-3 minutes et puis je vais pouvoir commencer cette conférence. Alors, je pense que sur cette conférence, nous serons sur cette conférence où nous serons le plus nombreux ce soir, parce que nous avons eu beaucoup d'inscrits. Ça montre que d'abord, vous êtes tous préoccupés par le métier d'enseignant et le thème de cette conférence, et que vous avez envie de vous nourrir un petit peu de tout ce qu'on va se dire ce soir. Bien, alors je pense que là, on va pouvoir lancer. Ça va m'éviter de meubler. Alors, je redis bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent là tout de suite, sur Facebook, sur Zoom. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la dernière rencontre en ligne du SNUIPP FSU. Depuis 3 jours, nous avons largement débattu avec nos différents intervenants sur les enjeux de l'école en cette période très particulière. Vous le savez, au SNUIPP, nous avons l'habitude d'inviter, de dialoguer avec des chercheurs pour agir et pour transformer l'école, parce que cette école, nous la vivons au quotidien. C'est l'enjeu de nos habituelles universités d'automne que nous n'avons pu malheureusement organiser cette année à cause de Covid. Mais nous avons quand même, pour l'occasion, produit d'abord un fenêtre sur cours que certains d'entre vous montrent, que certains d'entre vous ont pu recevoir chez eux pour les syndiqués, et puis pour les collègues dans les salles des maîtres. Ils doivent normalement tous arriver dans les écoles. Un numéro spécial de fenêtre sur cours, spécial 20 ans, qui retrace un certain nombre de choses, qui permet d'avoir des éclairages des chercheurs. Parce que s'interroger, changer, débattre est essentiel pour faire évoluer les pratiques des personnels enseignants et l'école, parce que le ministre que nous avons avance seul, parce que la profession a besoin de lieux pour se retrouver, notamment en ces temps où elle est malmenée. Le SNUIPP FSU a décidé de proposer des universités en ligne ces 3 jours, et nous clôturons ce soir ces universités en ligne, des universités dont le thème et le titre étaient les vrais enjeux de l'école. Nous avons là un vaste débat, mais nous souhaitons pouvoir être dans ce débat au SNUIPP et pouvoir y répondre. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à toutes les conférences, elles sont visibles sur YouTube via notre site internet. Rapidement, vous les retrouverez à partir du site, mais également sur Facebook, puisque toutes les conférences ont été enregistrées en live Facebook et vous pouvez les regarder via Facebook. Alors, pour cette dernière conférence de nos universités en ligne, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Mérieux. Philippe est un habitué des universités d'automne et de nos colloques et nos conférences. Nous avons l'habitude de l'inviter dans nos rencontres. Alors, Philippe Mérieux, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Je vais quand même retracer votre parcours, Philippe, parce que je pense qu'il fonde votre engagement au quotidien. Vous avez été instituteur, professeur de français en collège, puis de philo en lycée. Vous avez été directeur de l'Institut de sciences et pratiques de l'éducation et de la formation à l'Université Lumière Lyon 2. Vous avez été directeur de l'INRP, puis directeur de l'UFM de Lyon. Et vous êtes maintenant professeur des universités émérites en sciences sociales. Et c'est à ce titre que vous traversez, vous sillonnez un peu la France et vous rencontrez encore beaucoup d'enseignants de terrain lors des différents stages ou colloques auxquels vous participez. Vous avez également beaucoup écrit sur l'éducation et l'école en général, et votre dernier ouvrage, ce que l'école peut encore pour la démocratie, dans ce dernier ouvrage, vous vous interrogez sur comment on peut repenser l'école face à une société en mouvement. Vous avez déclaré dans l'entretien que vous avez accordé dans le dernier fenêtre sur cours des 20 ans de l'UDA, si j'avais à me définir et à trouver une unité entre toutes mes activités et tous mes engagements, je dirais que je suis essentiellement un enseignant. Ce qui m'anime depuis toujours, c'est la passion de transmettre et de faire comprendre. Alors Philippe, ce soir, vous allez transmettre en nous parlant du métier d'enseignant. Et pour cela, nous avons travaillé ensemble la conférence de ce soir et nous avons choisi 4 angles qui
vont nous permettre d'aborder le sujet. Ces 4 angles sur le métier d'enseignant, d'abord le métier d'enseignant à l'épreuve des valeurs de l'école de la République, puis nous verrons le métier d'enseignant à l'épreuve des défis d'aujourd'hui. Le troisième angle sera le métier d'enseignant à l'épreuve d'une professionnalité complexe, et enfin nous terminerons sur le métier d'enseignant à l'épreuve des exigences de la volonté de la nation. Alors pour débuter cette conférence, nous avons ces derniers temps beaucoup débattu, ces dernières semaines, dans la société française des valeurs de la République et de l'importance de l'école pour faire vivre les valeurs de la République. L'enseignant se trouve au cœur de tous ces débats. Il doit, par sa pratique, faire vivre et transmettre ces valeurs. Mais la question que l'on peut se poser finalement, c'est est-ce que l'État respecte lui-même ces valeurs de la République dans la manière dont il considère le métier d'enseignant? Bonjour à toutes et à tous. Merci Guylaine de votre présentation. Merci de m'accueillir. Très heureux de poursuivre ce compagnonnage avec le SNU-IPP. Guylaine l'a dit il y a un instant. Je rencontre un peu aux 4 coins de France de nombreux militants du SNU-IPP et nous débattons de leurs difficultés au quotidien, de leurs espoirs au quotidien aussi. Et je vais essayer de vous faire partager cette réflexion dans ce dialogue de ce soir. Alors, nous allons commencer tout de suite autour de ce que Guylaine vient d'évoquer, à savoir les valeurs de la République. Comment ce métier d'enseignant peut-il se situer à l'égard des valeurs de la République? Et quand il s'agit des valeurs de la République, bien sûr, il faut remonter aux sources. Les sources, ce sera Ferdinand Buisson, Jules Ferry. Ferdinand Buisson, l'auteur du célèbre dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié entre 1878 et 1911, exactement au moment où se construit l'école de la République. Alors écoutons Ferdinand Buisson. Écoutons Ferdinand Buisson, ça vaut la peine parce que ça va résonner, je crois. Après avoir commencé, dit Ferdinand Buisson, il y a quelques siècles, par être ce que l'on a appelé avec quelque brutalité, mais non sans justesse, le manœuvre de l'alphabet, vous entendez bien, le manœuvre de l'alphabet, eh bien, la tâche du maître et sa dignité ont grandi, dit Ferdinand Buisson, avec l'établissement du suffrage universel. Il n'eut plus seulement à instruire des écoliers, il avait à préparer les jeunes générations à leur avenir et à exercer une action directe sur leur esprit, leur caractère, leur future direction morale et même politique. Et il ajoute un tout petit peu plus loin, c'est dans l'article instituteur et institutrice du dictionnaire, après que la réaction de 1850 et le Second Empire ont ramené les instituteurs au sentiment de la servitude, il faut attendre Victor Duruy, dont on sait qu'il a ouvert en grande partie l'école aux filles, bien sûr, pour les voir commencer à relever la tête. Et c'est avec Jules Ferry, ajoute Ferdinand Buisson, que l'instituteur français est devenu un éducateur, l'éducateur laïque par excellence, celui qui représente la société en tant qu'elle s'occupe de préparer ses enfants pour l'avenir, en tant qu'elle les veut intelligents, instruits, libres, égaux et mûrs pour la vie civile. Alors oui, l'école de la République est une institution qui confie à ses instituteurs une mission. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est que cette institution pourrait devenir un ensemble de services mis plus ou moins gratuitement à disposition des usagers sans véritable perspective commune émancipatrice. Si c'était le cas, si l'école évoluait vers cela, alors elle ne respecterait pas les valeurs fondatrices de la République. Allons un tout petit peu plus loin, et regardons ce que disaient Ferdinand Buisson et Jules Ferry sur ce qu'ils appellent les savoirs anciens et mécaniques. C'est fantastique. Fantastique d'entendre Ferdinand Buisson écrire l'instruction primaire telle que l'a définie la loi du 28 mars 1882 n'est plus cet enseignement rudimentaire de la lecture, de l'écriture et du calcul que la charité des classes privilégiées offrait aux classes déshéritées. C'est une instruction nationale embrassant l'ensemble des connaissances humaines, l'éducation tout entière, physique, morale et intellectuelle. C'est le fondement sur lequel reposera désormais l'édifice tout entier de la culture humaine. Nous ne sommes aujourd'hui qu'au début et bien des obstacles, dit Buisson, se dressent encore devant l'œuvre commencée, mais la démocratie moderne a pris conscience d'elle-même. Elle sait que c'est la condition de son avenir. J'insiste sur cette idée au moment où on nous rabâche qu'il s'agit de ne transmettre que des fondamentaux, cette idée que la République a défini son école en rupture précisément avec l'enseignement rudimentaire de la lecture, de l'écriture et du calcul que les classes privilégiées offraient aux classes déshéritées. Et Jules Ferry lui-même, au congrès pédagogique des instituteurs de France,
le 19 avril 1881, un an après la grande loi scolaire, exprimait cela devant une masse d'instituteurs. Les leçons de choses, disait-il, les leçons de choses qui sont l'ancêtre de notre enseignement expérimental et scientifique, de la main à la pâte et de toutes les expériences dans ce domaine. L'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, parce que savez-vous que Jules Ferry avait demandé à toutes les écoles d'installer un petit musée scolaire à côté de l'école. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce musée scolaire? Il y avait ce que les élèves, avec leurs enseignants, avaient recueilli sur l'histoire du pays, avaient recueilli sur la géologie, il y avait des flores, il y avait des éléments, des dessins, il y avait toute une série de choses qui permettaient aux parents de se rendre compte, sans rentrer dans la classe, mais en allant dans ce petit musée scolaire plein des chefs-d'œuvre réalisés par les élèves, de se rendre compte de ce que les élèves avaient découvert à l'école. Alors oui, Jules Ferry parlait des leçons de choses, de l'enseignement du dessin, des notions d'histoire naturelle, de ces musées scolaires, la gymnastique, on ne parlait pas encore de l'EPS, les promenades scolaires qui, à l'époque, ne nécessitaient aucune autorisation particulière, le travail manuel de l'atelier placé à côté de l'école. Souvenons-nous aussi que Jules Ferry tenait à ce qu'à côté de chaque école, il y ait un petit atelier de travail manuel où les parents pouvaient là venir aider les enfants à réparer une chaise, à construire une table, à fabriquer tel ou tel objet. Il ajoutait le chant, la musique, la chorale. La chorale, ça fera plaisir à notre ministre. Pourquoi tous ces accessoires, dit Jules Ferry? Parce qu'ils sont à nos yeux la chose principale. Tout cela est la chose principale. Parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale au sens de l'éducation à la liberté. Telle est la grande distinction, dit-il, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel, et l'école de la République. Et là, Jules Ferry dit très clairement, ce qui constitue la valeur fondatrice de l'école de la République, c'est qu'elle ne se limite pas à un certain nombre de savoir-faire procéduraux standardisés, c'est que c'est une institution qui vise à accompagner le développement de l'enfant, le faire entrer dans la société et dans la culture, en ouvrant son esprit sur toutes les réalités du monde. Alors oui, il y a une véritable ambition de l'école républicaine de ne pas se limiter à ce que Ferry et Buisson appelaient les savoirs anciens et mécaniques. Et il y a une inquiétude aujourd'hui, une inquiétude parce que notre enseignement pourrait se réduire un peu comme une peau de chagrin à l'acquisition de quelques techniques standardisées qui seraient évaluables de manière strictement quantitative. Oui, c'est une inquiétude et une inquiétude qui m'amène à vous proposer une sorte de tension entre deux paradigmes. Alors, je parle de paradigme parce qu'il n'y a pas d'un côté des écoles qui seraient entièrement portées par une mission et de notre côté des écoles qui seraient entièrement portées par l'idée de rendre des services, mais il y a deux polarités. Et il y a deux polarités entre lesquelles nous naviguons, le gouvernement navigue, et qui font l'objet de rapports de force, c'est vrai, entre vous, enseignants, syndicalistes, citoyens, parfois vos cadres, parfois le gouvernement, parfois les parents. Alors l'école portée par une mission, telle que la République l'a voulu, c'est une école qui mobilise ses enseignants, qui les mobilise d'une manière forte et par un projet ambitieux. L'école réduite à des services, c'est une école qui évalue, contrôle ses enseignants. L'école portée par une mission, ce sont des enseignants qui forment réellement des citoyens. L'école réduite à des services, ce sont des enseignants qui satisfont les demandes sociales dans leur diversité. L'école portée par une mission, ce sont des enseignants dégagés des pressions, et ça, Buisson et Ferry y insistent beaucoup, de ce qu'ils appellent les autorités locales. Alors, dans les autorités locales, il y a à l'époque la mairie, l'église, mais aussi toutes les forces locales qui chercheraient à imposer des fonctionnements scolaires qui ne seraient pas conformes au projet émancipateur, qui ne seraient pas conformes au projet national. Et puis, de notre côté, dans une école réduite à des services, les enseignants sont tributaires de ce que Robert Ballion, dès 1984, avait nommé les consommateurs d'école, c'est-à-dire des gens qui viennent à l'école pour chercher ce qui va satisfaire le plus leurs intérêts et dont ils pensent que cela va servir le bien de leur propre enfant. Alors dans l'école portée par une mission, et c'est ça qui évidemment est central pour nous aujourd'hui ce soir, il y a des enseignants, et Buisson n'a cessé de le répéter, qui exercent leur jugement, alors que dans l'école réduite
a des services, il y a des enseignants qui appliquent des procédures. Alors, je vais m'arrêter là pour la réponse à la première question posée par Guylaine, mais vous voyez que d'ores et déjà, quand on s'interroge sur ces valeurs fondatrices de la République, nous nous trouvons devant cette tension. Faut-il aller vers une école portée par une mission, mobilisant ses enseignants, formant des citoyens, dégager des pressions de toutes sortes avec des enseignants disposant d'une liberté pédagogique et qui exercent leur jugement, ou faut-il se résigner à une école qui évalue, qui satisfait des demandes sociales avec des enseignants tributaires des consommateurs d'école et qui appliquent des procédures standardisées. Bien sûr, le tableau, la réalité n'est pas aussi caricaturale et manichéenne que ce que je vous présente ce soir, mais à la lumière de ce que je vous présente ce soir, vous pouvez regarder et observer ce qui nous fait pencher plutôt d'un côté ou pencher plutôt de l'autre. Voilà pour la réponse à votre première question, Guylaine. Désolée, alors le double écran, il n'y a rien de tel pour perdre les commandes du micro, donc je n'avais pas activé mon micro. Je suis désolée, je reprends effectivement ce que vous dites, Philippe, quand vous dites que l'école est en tension, le métier, la tradition républicaine de l'école française que nous vivons aujourd'hui, on est dans une situation bien différente. Et si l'école est en tension, vous l'avez dit, forcément aujourd'hui nous avons des enseignants en tension. Vous l'avez dit, des injonctions, des évaluations qui mettent à mal aussi parfois le métier et la pratique du métier. Dans notre école aujourd'hui, il existe ce que Patrick Rayoux nomme la porosité de l'école. C'est aussi ça qui fait que le métier devient de plus en plus difficile et de plus en plus difficile. Les frontières de l'école sont plus floues. Nous l'avons d'ailleurs vu dans notre première conférence avec Jean-Yves Rochex. Les inégalités scolaires sont fortes, mais elles sont largement corrélées aux inégalités sociales, et c'est ce qui fait du métier que c'est difficile et que l'école ne peut pas, qu'il faut bien évidemment doter l'école d'un certain nombre de moyens pour faire face à toutes ces inégalités scolaires. Ces inégalités scolaires, elles ont été largement mises à nu lors du confinement. La société s'est emparée de ces inégalités. En tout cas, elles ont été visibles par tout le monde. Et c'est dans ce contexte particulier que l'on demande aux enseignants de relever des défis nouveaux. Et si cette école doit se renouveler, se transformer pour faire face aux défis de la société, eh bien, Philippe, est-ce que ça ne nous amène pas à repenser le métier d'enseignant? Oui, bien sûr. Je vais essayer de répondre, mais je vais le faire très brièvement à une question qui demanderait de très très longs développements. Le métier d'enseignant aujourd'hui est un métier compliqué parce que cette porosité de l'école dont parle Patrick Rayoux, que vous venez de rappeler, fait que l'école n'est pas de fait ce sanctuaire qu'on voudrait parfois qu'elle soit, qui serait totalement étranger à l'évolution de la société. Cette école, elle évolue et la mission des enseignants doit pouvoir, dans ces évolutions, rester fidèle à sa vocation première, qui est de former des citoyens éclairés pour une société démocratique. C'est ce qui figure dans nos textes fondateurs. Mais cette société dans laquelle nous vivons, elle a beaucoup évolué et elle vit, comme vous l'avez dit, Guylaine, de très profondes mutations. Alors ces mutations, pour aller très vite, je vais en identifier 3. Ce sont des caractéristiques sociétales qui frappent inégalement la société parce que, vous l'avez dit, notre société est fondamentalement inégalitaire. Alors, quelles sont ces 3 caractéristiques sociétales? La première, c'est la montée de ce que des philosophes, des sociologues ont appelé l'individualisme social. L'individualisme social qui apparaît globalement dans les années 1960-1980, c'est l'époque de la grande déchristianisation de la France, c'est l'époque où les consensus moraux et idéologiques se délitent, c'est l'époque où on se met à douter aussi des institutions. Et cet individualisme social amène chacun à plutôt rechercher son intérêt individuel qu'à penser ce qui pourrait être l'intérêt collectif et le bien commun. Alors cet individualisme social, nous en voyons des effets évidemment dans l'école. Moi, il m'arrive de raconter que quand je suis entré dans l'école en classe primaire, quoique mon père était un homme d'extrême droite et que mon instituteur soit communiste, mon père m'a assis dans la classe un petit peu comme aujourd'hui, j'entrais plus exactement dans un avion il y a quelques mois, c'est-à-dire en serrant la ceinture de sécurité et sans jamais chercher à aller
donner des conseils aux pilotes. Et si mon instituteur avait dit à la fin de ma classe de 7e à mon père que le petit Mérieux ne pouvait pas aller en 6e, mon père n'aurait jamais, à aucun moment, malgré ses différends idéologiques avec l'instituteur, contesté son jugement, discuté sa position. Il y avait une forme de confiance dans les grandes institutions de la République qui pensaient, disait-on, le bien commun et auxquelles on adhérait. Vous sentez bien que cela s'est délité largement, que ça ne frappe pas simplement l'école, que ça frappe la santé, que ça frappe le fisc, que ça frappe la police, que ça frappe la totalité des institutions. Nous suspectons toujours les institutions de ne pas servir le bien commun et l'école prend de plein fouet cette suspicion. Et il est très rare aujourd'hui que des parents installent leur enfant en serrant la ceinture de sécurité sans donner des conseils aux pilotes. La tentation que l'on connaît bien, nous autres enseignants, vous autres enseignants, c'est qu'à peine l'enfant est-il installé qu'un certain nombre de parents viennent toquer au hublot de la porte du pilote pour demander s'il ne pourrait pas tourner un peu à gauche ou à droite, mettre les gaz ici ou là, c'est-à-dire mettre un peu plus sévère, au contraire un peu plus bienveillant, utiliser une autre méthode de lecture ou introduire un peu plus de géographie. Alors oui, nous vivons cet individualisme social et il monte dans l'école, il monte à travers les comportements des parents, il monte à travers aussi les comportements des enfants, parce que les enfants vivent dans leur famille cet individualisme social et ils le portent avec eux dans les... Deuxième caractéristique forte, c'est la caractéristique de ce que mon collègue, malheureusement décédé cet été au mois d'août, Bernard Stiegler, appelait le capitalisme pulsionnel. Bernard Stiegler expliquait qu'il y a 3 phases du capitalisme. Le capitalisme industriel, ces eaux-là, le capitalisme financier qui bouge encore et qui est extrêmement puissant, et puis ce capitalisme pulsionnel qui se déploie à travers toute une machinerie publicitaire, médiatique, technologique et qui ne cesse de susurrer à l'oreille de nos élèves « Fais ton caprice, ça fait marcher le commerce. Exécute ta pulsion, suis les ordres de ton corps primaire. » Tout cela, la société, le capitalisme te le demandent et tu dois l'exiger de tes parents et de tes... Alors, ce que nous montre bien Bernard Stiegler, ce que nous montre très bien Alain Badiou, c'est que ce capitalisme pulsionnel, cette manière d'enrôler les enfants et de les laisser patauger dans leur pulsion primaire, eh bien, rendent très difficile la construction d'un temps au cours duquel on pourrait installer de la pensée. L'enfant est là, il est pris dans ce mouvement-là, et il est pris dans un mouvement où il faut satisfaire tout de suite ce qu'il exige, ce qu'il demande, et où il peine à surseoir pour réfléchir. C'est le deuxième enjeu, c'est le deuxième aspect de ce que nous vivons aujourd'hui et que nous percevons tous plus ou moins dans nos classes. Et puis, le troisième aspect, c'est ce que j'appelle l'apprentissage destitué. L'apprentissage destitué, c'est quelque chose qui m'a frappé assez vite dès que je me suis mis à distinguer le désir de savoir et le désir d'apprendre. Il y a un certain nombre de gens qui, au nom d'une vision extrêmement élégiaque de l'enfance, pensent que tous les enfants veulent spontanément apprendre. Moi, personnellement, je n'en crois rien. Je crois que tous les enfants veulent assez spontanément savoir d'où ils viennent, savoir comment ça marche, etc. Ils veulent savoir des tas de choses, mais ils préféreraient savoir sans apprendre. Parce qu'apprendre, ça demande des efforts, il faut du temps, il faut faire des recherches, etc. Il faut faire des tas de choses. Et il faut être exigeant dans cet apprentissage. Et on voit bien aujourd'hui que le désir de savoir peut non seulement contrecarrer, mais obturer complètement le désir d'apprendre. Qu'est-ce qu'une théorie du complot ? C'est une théorie simple qui sépare le monde entre les bons et les méchants, qui désigne un bouc émissaire, qui explique qui a tort et qui a raison, qui dit où sont les mécréants et où sont les bons, et qui vous dit, au fond, avec ça, vous n'avez plus besoin d'apprendre. Vous savez tout. Vous possédez la vérité, vous possédez quelque chose qui vous comble et qui bloque en quelque sorte toute recherche d'une précision, d'une justesse et d'une vérité, toute recherche même documentaire qui apparaît comme illégitime, qui apparaît même parfois comme un sacrilège. Oui, nous sommes dans une société qui destitue largement l'apprentissage au profit du savoir et le moteur de recherche, non pas Google, parce que plus aucun d'entre vous n'utilise évidemment Google, mais utilisez des moteurs indépendants, le moteur de recherche lui-même destitue l'apprentissage. Il ne vous met pas en tête ce qui est le plus précis, le plus exact, le plus juste, il vous met en tête ce qui est le plus séduisant, ce qui comble le mieux, alors que apprendre nécessite d'assumer de ne pas être comblé. Apprendre nécessite
d'accepter l'ouverture et à partir de là, de se mettre en chemin bien au-delà de ces certitudes que les joueurs de flûte médiatiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, commerciaux ou religieux, veulent imposer leur pouvoir à nos enfants. Alors, par rapport à ces trois dérives-là, je dirais volontiers que l'acte même de transmission des savoirs nécessaires à l'exercice de la citoyenneté, dans cet acte de savoir, l'école et les enseignants doivent intégrer des principes structurants qui permettent de résister aux dérives sociétales. J'assume totalement pour ma part, mais complètement, l'idée que enseigner, c'est résister. C'est une formule qui a servi de titre à un ouvrage d'un sociologue, philosophe américain, Neil Postman, déjà dans les années 80, et quand il réagissait par rapport à la montée d'une certaine télévision commerciale, et qu'il demandait aux enseignants de résister à ce qu'on n'appelait pas encore le capitalisme pulsionnel, mais qui le portait déjà en germe. Alors résister à l'individualisme social, résister au capitalisme pulsionnel, résister à la destitution des apprentissages, ça veut dire, eh bien, construire du commun. Contre l'individualisme, construire du commun. L'école a cette vocation de construire du commun. Et je dis souvent que l'école n'a pas d'abord, surtout été faite pour apprendre, elle a été faite pour apprendre à apprendre ensemble. L'école, c'est le partage des savoirs et c'est la construction des valeurs qui permettent ce partage. Un philosophe que j'aime beaucoup, Fichte, le successeur de Kant à la chaire de Königsberg, disait que ce qui définit un savoir par rapport à une croyance, c'est que le savoir est partageable à l'infini entre tous les humains. Alors que la croyance, elle ne concerne que ceux qui y adhèrent et qu'elle sépare les humains entre eux. Alors l'école, dans son acte même de transmission de savoir commun, et cela dès la maternelle, elle construit du commun. Elle construit la possibilité pour des enfants de faire société, c'est-à-dire d'assumer leurs différences, leurs origines, leur personnalité, leur singularité, mais de faire ensemble quelque chose de fondamental qui est d'acquérir les mêmes savoirs. Construire du commun aussi, bien sûr, par une pédagogie de la coopération, par une pédagogie qui va permettre à chacun de profiter de l'interpellation et de l'aide. Deuxième enjeu, pour faire face aux défis de cette société, apprendre à surseoir à la pulsion par l'introduction de ce que j'appelle des contraintes fécondes qui rendent possible la réflexivité. Je ne suis pas un inconditionnel, certains le savent sans doute, des neurosciences, mais je trouve que quand Olivier Houdet met l'accent sur l'importance de l'inhibition et qu'il montre, avec l'imagerie cérébrale à l'appui, qu'un élève qui réfléchit et qui sait travailler sur les expérimentations de Piaget, par exemple, sur la conservation de la quantité, eh bien, c'est un élève qui sursoit à sa réaction immédiate, en inhibant cette réaction immédiate pour prendre le temps de construire dans sa tête une démonstration. Sursoir à la pulsion, c'est se dire je pense ça, mais peut-être que je peux réfléchir à autre chose, je crois ça, mais peut-être que c'est pas tout à fait la vérité. Je dois et je me dois en tant qu'enseignant de créer des situations qui rendent possible ce sursis à la pulsion, ce passage du réflexe quasiment conditionné, familial, sociétal, publicitaire, à la réflexivité, à la réflexion et à une réflexion qui va se documenter, qui va aller chercher, qui va aller interroger, qui va réellement entrer dans la culture et se nourrir de la culture pour apprendre à penser par soi. Le troisième élément, et il me semble évidemment tout à fait essentiel, ça consiste, me semble-t-il, face à ces théories du complot, face à ces fake news, face à ces slogans, face à ces idéologies mortifères qui nous encombrent tant aujourd'hui, à faire intérioriser par nos élèves l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Si nos élèves n'ont plus cette exigence quand nous sommes partis, quand nous ne sommes plus là, eh bien c'est que de toute évidence, nous n'avons pas fait notre travail. Si l'élève n'est exigeant en orthographe que quand il a le maître ou la maîtresse derrière lui, s'il n'est exigeant dans son dessin ou dans sa manipulation que parce qu'il a peur de mal être noté, eh bien, il n'a pas intériorisé l'exigence et il sortira de la classe, il sortira de l'école sans avoir pris en lui ces exigences-là et être capable d'en faire son miel, pas seulement dans l'école, mais au-delà et pour toute la vie. J'étais un instituteur, Guylaine l'a dit, et je me souviens d'avoir pratiqué ce que Célestin Freinet appelait le texte libre. Chaque matin, dans le Quat Neuf, je demandais
à mes élèves de classe unique de raconter un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce qu'ils avaient fait, etc. Je leur suggérais d'écrire des textes, des petits textes. Chacun faisait de son mieux pour écrire un petit texte. Et puis, je demandais ensuite à chaque élève, au petit Arnaud, à la petite Manon, à la petite Sarah, de venir d'écrire son texte au tableau. Et puis, chaque élève, après qu'il ait écrit son texte au tableau, s'adressait à la classe. Et j'étais là à côté de lui et je proposais à la classe de l'aider à améliorer. Alors, les autres élèves suggéraient d'ajouter un mot, d'en enlever un, de préciser telle idée, d'accorder tel verbe avec le sujet, etc. Et chaque fois, je me retournais, moi, vers l'élève qui avait écrit le texte. Et je lui demandais, tu vas réfléchir à ce que t'a dit ton camarade et tu vas te demander si tu fais ou non ce qu'il te propose. C'est-à-dire, non pas tu vas obéir, mais tu vas t'interroger pour savoir si l'interpellation d'autrui te fait progresser ou qu'elle dévoie au contraire ton texte et ta pensée. Ça, c'est une coopération authentique. C'est une coopération qui permet d'aller vers une évaluation rigoureuse des apprentissages, une évaluation qui soit authentique et qui ne se contente pas de dire ce que ça vaut comme si évaluer était peser quelque chose sur une balance, mais qui dit à l'enfant voilà, tu peux progresser sur ceci et cela, et tu peux t'y remettre, et tu peux t'y remettre. C'est cette fameuse pédagogie du chef-d'œuvre, chère aussi à Célestin Freinet. Alors, pour conclure cette deuxième série de remarques, bien trop brèves au regard des enjeux sociétaux que nous avons à affronter aujourd'hui, je reprendrai volontiers cette formule de quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné et qui a été un maître pour moi. C'est Olivier Reboul, ce philosophe de l'éducation, qui posait la question: qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné? Et qui répondait: ce qui libère et ce qui use. Ce qui libère la pensée, de l'égocentrisme initial, de l'immédiateté de la pulsion, ce qui libère la pensée du fantasme de la toute-puissance, des préjugés, des stéréotypes. On a vu, il y a eu une conférence là-dessus, les stéréotypes de genre en particulier. Ce qui libère la pensée de tous les enfermements et en particulier de l'emprise des gourous qui fournissent à nos élèves à bas prix identité et sécurité. À bas prix apparemment, mais au prix terrible de l'abdication de leur libre. C'est ça que nous devons avoir en tête, cette éducation à la laïcité dont nous parle tant, c'est l'éducation à la résistance à l'emprise. Et cette résistance à l'emprise, c'est par l'exigence intellectuelle dans notre enseignement au quotidien que nous pouvons tenter de la mettre à ce qui libère et ce qui unit. Ce qui unit les humains. Ce qui unit les humains, c'est bien sûr ces savoirs partageables à l'infini, plus que les croyances qui enferment dans des certitudes et séparent ceux qui ne les partagent pas. Ce qui unit les humains, ce sont ces cultures dans leur diversité qui relient ce que chacun a de plus intime, ses problèmes personnels avec ce qu'il y a de plus universel. Qu'est-ce qu'un conte? Qu'est-ce qu'une pièce de théâtre? Mais aussi, qu'est-ce qu'une grande théorie scientifique? Si ce n'est une reliance, comme dirait Edgar Morin, d'une question singulière que se pose chacun d'entre nous avec une œuvre qui a tenté de donner une réponse à cette question. Ces œuvres qui permettent précisément, et c'est quelque chose d'essentiel, qui permettent de s'inscrire dans l'histoire des humains pour leur émancipation. Si je crois tant à l'importance des œuvres dans l'enseignement scolaire, c'est parce que je crois que pour que les savoirs prennent tout leur sens, il faut que les enfants entendent que ces savoirs ne sont pas des essences éternelles et immuables, comme disait Descartes, élaborés une bonne fois pour toutes et stabilisés dans des programmes, que ce sont des savoirs qui ont été construits, élaborés par des humains, et souvent des humains minoritaires qui se sont battus pour faire triompher la raison contre les superstitions et les croyances. Et puis, ce qui unit les humains, bien sûr, c'est l'empathie. L'empathie dont les philosophes nous montrent qu'elle permet de voir l'autre comme soi-même et soi-même comme un autre. La littérature est un excellent moyen pour rentrer dans cette empathie, pour découvrir que je peux souffrir, mais l'autre peut souffrir aussi, et que dans la souffrance de l'autre, il se passe quelque chose, cette souffrance atteint à son humanité, ce que, évidemment, je n'ai pas le droit de faire, pas plus qu'on a le droit de me le faire. Alors, vous voyez que les enjeux sont énormes, les défis de notre société sont considérables et que ces défis nécessitent que ce métier d'enseignant soit compris dans ses enjeux et dans sa complexité. Voilà, très vite résumé, quelques éléments sur les défis d'aujourd'hui que nous avons ensemble à affronter. Merci Philippe. Effectivement, des enjeux importants, des défis importants pour l'école. Vous l'avez dit, l'école, c'est apprendre ensemble,
Ce n'est pas l'individualisation des savoirs, c'est bien la coopération qui permet à chaque élève d'avancer. Alors, s'il y a une chose que la crise sanitaire et la période de confinement, là, depuis le mois de mars, et puis maintenant, cette nouvelle période, ces périodes et ce contexte aura montré que la société, aura montré à la société tout entière ce que c'est qu'être enseignant. Et vous l'avez dit, c'est un métier complexe, c'est un vrai métier. On ne s'improvise pas enseignant ni pédagogue d'ailleurs. Le métier d'enseignant nécessite une formation initiale solide et une formation continue solide, formation que nous n'avons plus beaucoup dans l'éducation nationale. Nous souffrons dans les écoles de ce manque de formation. Les enseignants cherchent, et d'ailleurs on le voit lors de nos conférences, c'est aussi un moyen pour eux de s'auto-former, mais on le voit bien, la nation ne dispense pas cette formation que les enseignants devraient avoir pour exercer le métier. Transmettre des savoirs, c'est une tâche complexe. L'enseignant doit pouvoir réfléchir sur sa pratique. Enseigner, c'est un métier en mouvement. Vous l'avez déroulé depuis le début de la conférence. Alors, je vais vous poser une question un petit peu, mais on connaît peut-être d'avance la réponse, mais on a besoin de votre éclairage parce qu'on a un ministre qui nous donne des injonctions. On a beaucoup de guides qui nous arrivent dans les écoles. Alors, est-ce que enseigner, c'est un métier d'exécutant? Beaucoup de collègues le ressentent au regard des instructions et des décisions ministérielles en ce moment, ou bien est-ce que c'est un métier de décideur et de concepteur? Où en est le métier à ce niveau-là? Alors bien sûr, merci Guylaine, merci de nous introduire à cette troisième dimension de notre réflexion de ce soir. Bien sûr, je crois, et il me semble que toutes les recherches ont pu documenter cela d'une manière extrêmement précise. Le métier d'enseignant, c'est un métier de concepteur. Mais c'est un métier de concepteur dans une professionnalité qui est de plus en plus complexe. Alors, je voudrais évoquer cette complexité et montrer que cette complexité doit avoir pour corollaire une liberté pédagogique fondatrice. Et cela pour trois raisons. Première raison, le métier d'enseignant, certes, il est porté par le même projet. Nous avons tous le même projet, où que nous enseignons. C'est un projet de transmission, d'émancipation, de construction du commun, d'aide pour que chacun puisse penser par lui-même. Mais nous savons bien que ce métier d'enseignant affronte des situations extrêmement multiples et extrêmement diverses, qui vont de situations qu'on peut qualifier de relativement confortables à des situations extrêmement difficiles. Et on ne peut pas imaginer que de la diversité de ces situations, on puisse en venir à des solutions monolithiques. Il y a évidemment une multitude de solutions pour faire face à cette multiplicité de situations. Et puis au sein de ces situations elles-mêmes multiples, il y a des événements imprévisibles. Si l'enseignant était un simple exécutant, il n'aurait pas à être attentif. Or, nous savons que c'est une dimension fondamentale du métier que d'être attentif aux événements imprévisibles, à ce qui survient dans la classe. Ce qui survient dans la classe, un élève qui apporte quelque chose ou qui fait une objection que nous n'avions pas prévue, un événement national, politique, une tempête ou bien un événement local, il s'est passé quelque chose, le décès d'un parent. Il y a des événements qui sont imprévisibles et qui arrivent. Et nous sommes des concepteurs, nous sommes des penseurs de l'éducation parce que nous vivons des situations multiples, complexes, dans lesquelles interviennent en permanence des événements imprévisibles que nous avons à gérer et que nous ne pouvons pas gérer avec des algorithmes. Et puis, deuxième raison qui me semble légitimer notre fondamentale liberté pédagogique, c'est qu'à l'intérieur des contraintes institutionnelles, et elles existent bien sûr, je suis loin de les nier, l'organisation des classes, les programmes, il me semble que nous disposons toujours d'une, alors j'ai mis petit point d'interrogation, marge de liberté. Je crois que nous avons à peu près toujours une petite marge de liberté. Quand nous sommes face à nos élèves, nous avons toujours un certain nombre de choix à faire, en conscience d'ailleurs qu'aucun de nos gestes, qu'aucun de nos comportements, qu'aucune de nos paroles ne sont jamais neutres ou purement techniques. Quand j'interpelle un élève, quand je le regarde même, quand je demande de faire tel exercice, ce n'est jamais simplement de la technique, il se passe toujours, il se joue quelque chose sur ce que les cliniciens appellent l'autre scène. Et puis, j'en viens à cette troisième raison qui me semble structurante de notre liberté pédagogique, c'est qu'il nous faut toujours, et ça c'est quelque chose que m'ont appris mes recherches,
Il nous faut toujours prendre des décisions en faisant ce que j'appelle déplacer le curseur entre des polarités pédagogiques afin de rétablir une sorte d'écosystème apprenant qui est cet écosystème équilibré que doit constituer la classe. Alors, j'ai conscience que ça, c'est un tout petit peu plus difficile à saisir et je voudrais vous l'expliquer d'une manière relativement simple en prenant quelques exemples. De ce que j'ai pu observer, j'ai observé de très nombreuses classes, en particulier dans mes travaux autour des activités de groupe des élèves. Il me semble que on peut toujours identifier des polarités inverses. J'en identifie de 3 types ici. Première polarité inverse, priorité à la programmation d'un côté. Je vais réfléchir à la rationalité didactique a priori de ma démarche. Et j'ai tout intérêt à le faire. Je vais travailler à l'articulation rigoureuse des temps et des méthodes de travail. Et j'ai tout intérêt à le faire. Mais en face, j'ai tout intérêt aussi à saisir les malentendus, à identifier les incompréhensions, à entendre les objections, à introduire de nouveaux développements et de nouveaux exemples quand c'est nécessaire. Et puis, j'ai programmé, j'ai mis un temps d'exposé magistral, un petit temps de travail individuel, un temps d'appropriation par groupe, un temps de lecture personnelle, un temps de recherche documentaire. Alors, je m'aperçois que c'est un peu trop long, c'est un peu trop court, il faut que j'adapte, que j'introduise ou que je supprime un élément de la séquence. Et je vais à ce moment-là donner la priorité à l'événement. Mais vous voyez bien que c'est une tension et que je ne peux pas choisir de donner définitivement la priorité à la programmation ou définitivement la priorité à l'événement. Si je donne définitivement la priorité à la programmation, je m'interdis de saisir les événements. Si je donne définitivement la priorité aux événements, je n'ai plus aucune rationalité et cohérence dans ma programmation. Et donc, au quotidien, ce que je fais, c'est que j'observe et que je perçois qu'en la programmation, je peux y déroger parce qu'il y a un événement qui survient. Et là, j'y déroge. Mais je dois observer que si j'y déroge trop, eh bien, on va perdre le fil de la programmation. Il faut donc que j'y revienne. C'est ce que j'appelle déplacer le curseur. Déplacer le curseur, c'est un travail de décideur, c'est un travail d'expert, c'est un travail extrêmement fin. C'est un travail qui s'apprend en formation, bien sûr, par des analyses de situation, en coopération avec des collègues, et qui s'apprend bien sûr dans le travail de la classe. Une autre tension très importante, Jean-Yves Rochec s'en a parlé, l'a évoqué dans sa conférence d'avant-hier, c'est la tension qui donne d'un côté la priorité à la découverte et de l'autre à la formalisation. Jean-Yves Rochec a évoqué les dangers d'une pédagogie du projet mal maîtrisée. Mais néanmoins, on a besoin d'un projet. Il faut bien mobiliser les élèves. La motivation des élèves, ça n'est pas un préalable dans l'école, c'est un objectif de l'école. Dire les élèves n'apprennent pas parce qu'ils ne sont pas motivés, ça n'a pas de sens. Ce que nous devons dire, c'est comment motiver nos élèves. Donc, il nous faut les mobiliser par un projet. Il nous faut les mettre dans des situations de découverte où ils cheminent, dans des situations de tâtonnement expérimental et de recherche individuelle et collective, comme Célestin Freinet nous l'a appris. Mais nous savons bien, et là Jean-Yves Rochec a raison, nous savons bien que la priorité à la découverte, sans le repérage, sans la reformulation des acquis, sans l'articulation des acquis avec les acquis précédents, tout cela peut à ce moment-là devenir une sorte de pédagogie un peu molle, où les objectifs cognitifs seront passés à la... Là encore, c'est une affaire de déplacement du curseur. La priorité à la formalisation toute seule, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne mobilise pas les élèves. Les élèves ne se mobilisent pas sur des objectifs, ils se mobilisent sur des tâches. Et ils ont besoin de ces tâches mobilisables pour s'engager dans ces tâches. Ils ont besoin, nous y verrons, nous en parlerons dans un instant, de s'orienter vers une tâche et de savoir ce qu'on leur demande de faire et d'avoir même envie d'y aller. Et nous avons besoin de les mettre dans cette dynamique. Mais nous avons aussi besoin de leur dire à certains moments, voilà, repère tes acquis. Qu'est-ce que tu as? Jean-Yves Rochec évoquait les cahiers d'apprentissage qui ont été lancés par notre collègue Crinon et qui sont repris en Belgique par une autre collègue qui a fait une thèse là-dessus. Il y a de nombreuses années maintenant, nous avions avec d'autres collègues à Lyon lancé une recherche qui portait sur la distinction dans chaque classe de ce que l'on a fait avec ce que l'on a appris. Et à la fin de chaque demi-journée, nous demandions aux élèves, alors par oral d'abord et puis ensuite par des petits cahiers, d'identifier, de repérer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont appris. Je me souviens d'une des dernières séances que j'ai vécues quand j'ai repris une classe après avoir quitté
la direction de l'IUFM dans un CM2 du ZEP de la Croix-Rousse, où j'avais amené les élèves visiter le musée gallo-romain. Eh bien, en revenant de la visite du musée gallo-romain, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons organisé un petit débriefing, comme on dit. Eh bien, certains élèves nous ont raconté qu'ils avaient imprimé une médaille, qu'ils avaient couru après le gardien. D'autres élèves, au contraire, nous ont dit qu'ils avaient appris que Lyon s'appelait Lugdunum, etc. Et nous voyons bien que là, tous les élèves ne sont pas égaux, et nous voyons bien que notre travail, c'est de les faire passer d'une perception de ce qu'ils ont fait, et qui est fugace, à une perception de ce qu'ils ont réellement appris, et qui est non pas fugace, mais qui est ce qui va les structurer sur le plan cognitif. Et identifier les repérer, les articuler et les transférer, c'est évidemment important, mais pour qu'il y ait des acquis, il faut qu'il y ait des activités. Et donc, il faut qu'on puisse, là encore, déplacer le curseur selon les situations que nous vivons. Travail d'expert, travail d'enseignant, travail de concepteur. Et puis, je synthétiserai tout cela par une troisième tension entre la priorité au réussir et la priorité au comprendre. L'exigence de réussite porte sur la tâche et nous savons que c'est nécessaire. Nous savons que les élèves ont besoin de savoir ce qu'on leur demande de faire. Ils ont besoin, comme le disent les psychologues Galperine et Léontieff, d'une base d'orientation. Beaucoup d'élèves ne réussissent pas ce qu'on leur demande de faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'on leur demande de faire et surtout, ils ne savent pas à quoi ils reconnaîtront qu'ils ont réussi ce qu'on leur demande de faire. Ils ont donc besoin. Ils ont besoin aussi d'une socialisation et d'une valorisation de la réussite. On ne peut pas faire l'impasse sur cette dimension narcissique. Mais en même temps, nous ne devons pas faire l'impasse sur le comprendre, repérer les obstacles cognitifs et opérer ce que j'appelle la saillance du conflit socio-cognitif, c'est-à-dire pointer avec l'élève là où il y a obstacle, là où il y a compréhension, là où il y a incompréhension, comment ça dysfonctionne et travailler avec lui autour de ça, identifier les démarches individuelles et procéder à la remédiation cognitive. Alors vous voyez, et je vais m'arrêter là, rien que cela nous montre qu'il est impossible, absolument impossible, de réduire le métier d'enseignant à l'application mécanique d'algorithmes. Qu'il est impossible et complètement impossible de réduire le métier d'enseignant à un travail qui consisterait à consulter un logiciel comme Evaled, par exemple, en cas de difficulté de lecture, pour obtenir une sorte de méthode de remédiation universelle. Jean-Yves Rochex parlait des difficultés qui sont liées à ce qu'on appelle les méta-analyses, les méta-analyses qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui sont des analyses d'analyse, qui décontextualisent complètement les situations et qui, au bout de cette décontextualisation, nous proposent des sortes de méthodes qui ne sont plus que des squelettes méthodologiques que nous n'aurions qu'à appliquer dans nos classes. Et Roland Guagou, dans un texte récent, montre bien que ce qu'il y a de plus pénible dans les comportements du Conseil scientifique actuel, c'est son allégeance à la théorie de l'evidence-based education, mais excusez-moi pour mon anglais, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait des scientifiques qui pourraient, à partir de méta-analyses, élaborer des procédures universelles. Il y a des procédures utiles, il nous faut les connaître, mais nous sommes à la tâche, requis à observer ce qui se passe, à construire des situations, à réguler ces situations. Nous sommes des experts. Vous êtes des experts et des experts qui, au quotidien, devaient prendre une multitude de décisions. La formation initiale dont parlait Ghislaine devrait nous donner les cadres conceptuels de ces décisions, devrait nous permettre de comprendre dans quel cadre se situent ces décisions. Et la formation continue, qui, elle, est totalement sinistrée aujourd'hui, qui se réduit à quelques opérations descendantes et ponctuelles, devrait nous permettre, elle, d'analyser nos pratiques quotidiennes pour repérer quelles sont les bonnes décisions, d'échanger entre nous, en équipe, pour savoir si là, nous avons pris ou non la bonne décision, non pas pour nous dicter réciproquement nos comportements et nos attitudes, mais pour devenir plus intelligents, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs et à plusieurs qui travaillent de manière coopérative. Voilà ce que je pouvais dire, Ghislaine, pour évoquer cette complexité du métier d'enseignant et la nécessité d'une formation initiale solide et d'une formation continue qui soit vraiment faite avec les collègues
avec des chercheurs, mais en sortant de cette logique descendante et infantilisante qui triomphe aujourd'hui. Merci Philippe pour ce développement et c'est très clair pour beaucoup. Enfin, en tout cas, je pense que ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est vrai que nous savons, au SNUIPP, nous revendiquons ce métier de concepteur. On le dit depuis un certain temps et en opposition avec ce qu'on essaye de nous faire penser. On est bien là au cœur de l'école, au cœur des enjeux et au cœur du métier. Un métier qui est important dans la réussite de tous, et tout est important dans le développement de notre métier. Alors, on l'a vu, une école bouleversée, une société qui bouge. Le métier doit évoluer, l'école doit se transformer. Au SNUIPP, nous avons à cœur de transformer cette école et de la faire bouger. Je pense que les enseignants ont conscience de tout cela, mais bien évidemment, ils ne peuvent le faire seuls. On le voit depuis plusieurs mois, les personnels portent le système à bout de bras. Le confinement aura été un révélateur du désengagement de l'État dans la crise que l'école traverse. Nous ne sommes pas dupes, nous le voyons dans la politique du ministre, et en tout cas, on le sait, il avance seul sur son projet, un projet qui est bien ficelé, qu'il mettra en œuvre. Et c'est sous couvert d'un Grenelle de l'éducation et d'un grand plan de communication il s'assure les cautions de la société civile et non de la profession, parce que pour faire bouger l'école aujourd'hui, il ne recueille pas les expertises des enseignants. Il ne passe pas par une vraie consultation des enseignants, et on sait qu'à terme, de toute façon, une réforme qui se fait contre une profession est forcément vouée à l'échec. Alors, au SNUIPP, nous avons à cœur de partir des besoins du terrain, les besoins pour transformer l'école. On le sait, l'école française est victime d'un sous-investissement chronique. La difficulté à prendre en compte les inégalités socio-économiques des territoires et des familles font du système français le plus inégalitaire de l'OCDE. Et dans ce contexte, c'est un vrai plan d'urgence qu'il faut pour répondre aux enjeux de l'école. La crise aurait dû montrer on doit prendre à cœur cet enjeu, et on doit mettre en œuvre un plan qui permettrait de faire face à tout cela. Il nous faut une école qui permette la réussite de tous les élèves, parce que nous croyons à l'éducabilité de toutes, en opposition à ce que prônent certains avec l'égalité des chances. Alors, face à l'importance de tous ces défis que doivent relever les enseignants, Philippe, la nation ne devrait-elle pas faire de l'éducation une véritable priorité? Évidemment, évidemment, Guylaine, je pense que la nation devrait faire de l'éducation une priorité, d'abord parce que la nation demande de plus en plus à son école. Elle nous en demande de plus en plus, et les enseignants savent bien qu'ils sont mis à contribution. Chaque grande crise fait qu'on se tourne vers les enseignants pour leur dire « mais c'est votre responsabilité, mesdames et messieurs, allez-y, formez au code de la route, formez à la santé, formez à l'écologie, formez à la citoyenneté, formez à la laïcité, formez à la politesse, etc., etc. » On sait que tous les déficits sociaux que nous repérons font qu'on se tourne vers les enseignants pour leur demander de résoudre tout cela d'une manière quasiment miraculeuse. Alors, que dire à cela? D'abord que la société ne doit pas s'exonérer pour autant de ses responsabilités éducatives propres dans les autres domaines que dans les… Moi, je suis très attentif à cela. Il faut arrêter de dire que c'est à l'école de tout faire. Les familles ont une responsabilité, il faut le dire, et il faut l'expliquer de plus en plus. L'économie a une responsabilité, l'organisation de la politique de la ville a une responsabilité, les médias ont une responsabilité considérable dans l'éducation des enfants, les entreprises à travers la publicité, etc. La responsabilité éducative ne peut pas être la responsabilité de l'école toute seule, elle est la responsabilité de l'ensemble de la société, et quoique les enseignants aient un rôle absolument fondamental, évidemment, à remplir, elle ne peut pas, cette société, s'exonérer de ses responsabilités. Et donc, c'est bien cela, si je crois, le sens de la coéducation. Quand Lionel Jospin, en 89, introduit la coéducation dans la loi d'orientation, quand la FCPE demande qu'on fasse de la coéducation le cœur de la politique éducative, ça n'est pas pour renvoyer à l'école la totalité de la responsabilité de l'éducation, c'est bien pour dire un enfant n'est pas un ensemble de segments
le segment scolaire, le segment familial, le segment écran, le segment loisirs, le segment sommeil, le segment santé. C'est un tout, et ce tout, il faut que l'ensemble de la société l'aide à grandir. Il faut tout un village pour élever un enfant, et il faudra que les enseignants rappellent, il faut que les enseignants rappellent qu'il y a une pédagogie de la boulangère, et d'ailleurs en général elle l'a fait assez bien, mais qu'il devrait y avoir aussi une pédagogie des médias, qu'il devrait y avoir aussi une pédagogie des gens qui font la publicité, qu'il devrait y avoir aussi une pédagogie de ceux qui sur les écrans installent la dérision en mode de fonctionnement de communication systématique, et qui font que nos élèves, quand ils arrivent dans la classe, ils n'ont que la dérision à la bouche, parce que c'est leur mode de communication, le mode de communication dominant auquel ils ont été habitués. Oui, il ne faut pas que la société s'exonère de cela, et si j'y insiste avec un peu de vigueur, c'est parce que je crois que nous autres enseignants en avons un peu assez de cette manière de se défausser sur l'école de responsabilités qui sont des responsabilités collectives. Deuxième élément, il faut que la société tire les conséquences en termes politiques de l'importance de l'éducation, en mettant cette éducation au cœur de son projet, avec une véritable ambition. Et une ambition éducative, ça ne se limite pas à un ensemble de réformes techniques, de réformes de tuyauterie. Il faut des réformes techniques et de tuyauterie. Mais les réformes techniques et de tuyauterie n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans un projet global, comme jadis le projet de Condorcet, qui n'a jamais vu de jour, comme celui de Jules Ferry, qui a vu le jour difficilement, parce que Jules Ferry vit la contradiction avec le nationalisme de l'époque et la nécessité de militariser la France pour organiser la revanche par rapport à la défaite de 70. Ce projet d'ensemble tel qu'on le voit émerger avec un ministre exceptionnel qui est sans doute le plus grand ministre de l'Éducation nationale que nous ayons eu, qui est Jean Zay. Jean Zay, le ministre du Front populaire. Jean Zay abattu lâchement par la milice et qui n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais qui a construit d'une manière extrêmement cohérente un projet éducatif qu'il nous faudrait sans cesse revisiter, un projet éducatif dont on retrouve beaucoup de traces, bien sûr, dans le plan Langevin-Wallon, un plan Langevin-Wallon qui n'a jamais été mis en œuvre, vous le savez, mais qui était un projet ambitieux et qui avait cette caractéristique extraordinaire de présenter une vision globale de l'école, de la maternelle à l'université, mais une vision globale qui en faisait un projet de société et qui mettait l'école en interaction avec la société de telle façon à ce que l'école ne serve pas simplement les intérêts sociaux de telle ou telle corporation ou de telle ou telle classe sociale, mais qu'elle serve le développement de la société tout entière à travers celui de chacun de ces enfants. Bien sûr, il nous faut un projet et une véritable ambition. Ce projet et cette ambition font défaut. Je fais partie de ceux qui sont attristés de voir que les lois d'orientation sur l'éducation depuis quelque temps ne sont que des corrections minuscules du code de l'éducation et qu'elles ne comportent pas de véritable cohérence et de véritable souffle propre, qu'elles ne comportent pas suffisamment de cette vision d'ensemble qui serait susceptible d'avoir l'adhésion à la fois des enseignants, mais aussi de tous les citoyens et de l'État. Et il faut évidemment que cette société se donne les moyens techniques, financiers et politiques de la réalisation de ses ambitions. Techniques, financiers et politiques. En termes techniques, je pense qu'il nous faudrait un véritable Conseil supérieur de l'éducation et pas celui que nous avons aujourd'hui, qui est une sorte de chambre de consultation. Et Slaine pourrait en parler, elle le connaît bien, dans laquelle fait se succéder des déclarations d'intention avant que l'administration ne tranche en tout impérialisme, on pourrait dire. Non, un véritable conseil de l'éducation comportant toutes les forces vives de la nation et où s'élaborent des politiques communes, et pas simplement se contente d'entériner les circulaires ou la parole ministérielle. Il faut des moyens techniques, il faut des moyens financiers, bien sûr. Le plan de relance ne fait pas assez de place à l'éducation. Nous aurions besoin aujourd'hui d'enseignants supplémentaires, c'est sûr. Nous aurions besoin de moyens financiers, mais aussi de moyens politiques, y compris d'un courage politique pour la réalisation de nos ambitions. On ne peut pas se contenter de dire qu'il faut donner plus et mieux à ceux qui ont moins et continuer à financer autant les classes préparatoires aux grandes écoles où un élève coûte 5 à 6 fois plus cher qu'un élève d'université. On ne peut pas continuer d'imaginer des zones d'éducation prioritaires où on donne quelques moyens supplémentaires sans tenir compte du fait
qu'on y nomme des professeurs vacataires, des professeurs contractuels, des professeurs inexpérimentés, et qu'au total, d'ailleurs, le coût d'un élève, si on prend le budget consolidé dans une zone d'éducation prioritaire, est inférieur au coût d'un élève dans le centre-ville. Oui, il nous faut des moyens techniques, financiers et politiques pour réaliser nos ambitions. Et je conclurai rapidement cela en disant que cela ne peut pas se faire avec les seuls enseignants, j'en suis profondément convaincu. Cela se fera avec tous les citoyens, mais cela ne peut pas se faire sans les enseignants. Cela ne se fera pas sans eux. Il faut qu'ils soient impliqués dans ce travail de réflexion nationale autour de l'enseignant. Et avant de relaisser la parole à Guylaine et puis d'ouvrir le temps de la discussion et du débat, quelques mots de conclusion rapidement pour vous dire que enseignant, pour moi, c'est le thème de cette soirée, c'est un métier d'expert. L'expert, c'est celui qui est capable d'articuler ses décisions avec les enjeux de sa mission. Les enjeux de sa mission, créer du commun, permettre à chacun de penser par lui-même. Eh bien, articulons nos décisions au quotidien avec les enjeux de notre mission. Le métier d'enseignant, c'est un enjeu citoyen. Le professionnel citoyen, l'enseignant est un professionnel citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse la réduction bureaucratique de sa mission à ses simples compétences, à une juxtaposition de compétences, et qui se revendique partie prenante de son institution dans son pays et dans le monde. À cet égard, le professionnel citoyen, et j'ai bien mis le professionnel ici, c'est l'enseignant, mais tous les métiers devraient être des métiers où les professionnels sont des professionnels citoyens. Et puis nous autres enseignants, et peut-être vais-je faire sourire un certain nombre d'entre vous par cette conclusion, peut-être nous ne devons pas oublier que, et je terminerai par cette citation de quelqu'un avec qui j'ai eu, et j'ai toujours un certain nombre de désaccords théoriques, y compris sur l'école, mais dont j'ai apprécié beaucoup un certain nombre de prises de position aussi, qui est Régis Debray, qui, dans son livre Bilan de faillite, s'adresse à son fils en lui disant « Si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens, nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime, chacun pour soi, comme dans un naufrage. Ce qui nous rassemble, y compris nous ce soir, nous au sein du SNU-IPP, nous autres enseignants, c'est ce qui nous dépasse. Mais ce qui nous dépasse n'a souvent pour les gens raisonnables, les autres ni queue ni tête. On ne vit, dit Régis Debray, qu'avec un indémontrable chevillé au corps, avec une utopie de référence, avec un projet. Et Debray conclut en disant, en parlant à son fils, « Et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu. » Alors, chers collègues, moi, je suis un peu, même beaucoup, sur la fin de ma carrière. Si j'avais à vous transmettre un seul message, au-delà de tous les aspects techniques, académiques de mon propos, ce serait de préserver en vous la part du feu. Merci. Merci beaucoup Philippe. Le métier d'enseignant est donc un métier complexe, un métier d'expert, mais tout, on le voit bien là, les enseignants doivent s'engager dans leur métier, transformer le métier. Alors on sait c'est pas simple, mais votre propos ce soir nous permet forcément d'espérer et de nous relancer dans cette quête quotidienne pour la transformation de l'école. Il faut se mobiliser pour une autre école. Chacun ne peut pas le faire seul dans son coin, on le sait. Nous savons bien évidemment au SNU-IPP, vous l'avez dit, il faut construire du commun. Et bien c'est aussi notre rôle au SNU-IPP de construire du commun, de construire ensemble et de pouvoir bouger ensemble. Vous l'avez dit aussi, enseigner, c'est résister. Et nous sommes dans une période où il faut vraiment un élan collectif pour résister. On ne peut que appeler tous les collègues qui sont là ce soir à pouvoir justement agir pour impulser un autre projet pour l'école en opposition au projet que ce ministère nous propose. C'est en unissant tous nos forces que nous pourrons imposer nos choix pour l'école que nous voulons. Et vous l'avez démontré ce soir, en tout cas, ça nous redonne beaucoup de confiance dans le métier. Je pense que les collègues ce soir qui sont derrière leur ordinateur, dans ce contexte très particulier, ont peut-être trouvé cette confiance que nous n'avons pas du tout du ministère, ça nous le savons. L'école de la confiance, ce n'est pas ce que l'on nous montre au ministère, mais là vraiment, nous avons peut-être trouvé confiance pour pouvoir justement agir ensemble, et il faudra que nous puissions agir
tous ensemble dans les prochaines semaines pour pouvoir justement impulser autre chose et répondre face à ce ministère. Alors, il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de questions à la fois sur Zoom et puis sur Facebook. Alors, je vous propose d'en prendre quelques-unes et puis d'essayer d'y répondre. Voilà, certaines sont plus complexes que d'autres. Alors, je vais prendre par exemple de Julien qui dit je suis rentré dans le métier pour participer à ma juste mesure à la construction de futurs citoyens. Vous l'avez développé, c'est aussi la volonté de beaucoup d'enseignants quand on rentre dans le métier. Et comment faire pour résister à cette tentative d'en faire une école de service? Comment peut-on faire pour justement résister? Alors, je ne sais pas comment on fonctionne, Philippe. Est-ce que vous voulez que je vous pose plusieurs questions ou vous répondez à chaque fois? Je pense que vous pouvez prendre plusieurs questions, Guylaine. J'en ai noté quelques-unes aussi au fur et à mesure sur la colonne qui apparaît à côté. D'accord. Ok, donc j'en pose quelques-unes et puis après vous allez pouvoir répondre. Alors, il y a une autre question de Morgane ou Morgan, je ne sais pas comment on prononce. L'école a-t-elle déjà été sanctuarisée du point de vue politique pendant plusieurs années? Ça, c'est important parce qu'on sait que à chaque ministère, nous avons le droit à une belle salve de nouveaux programmes et que ça bouge systématiquement et on ne peut pas s'installer justement et durablement. Donc, est-ce que justement ça a été sanctuarisé à un certain moment? Il y a Hélène qui dit métier à penser ou à repenser. Alors ça, je pense qu'on y a beaucoup répondu pendant la conférence. Alors, je vais reprendre peut-être d'autres questions. Je les découvre pour certaines en même temps. Alors, la question de la résistance est très importante. Enfin, elle est revenue dans plusieurs questions, notamment sur les injonctions du ministère. Il y a une question aussi sur la formation et sur la question des constellations. Vous savez, les formations qui sont imposées en ce moment dans les écoles. Comment est-ce qu'on peut résister à ces types de formations? Je m'arrête là. Merci, beaucoup de questions. Je vais essayer d'être bref sur chacune. D'abord, la question de la sanctuarisation politique. Je suis complètement d'accord avec cette idée que l'école ne doit pas être asservie à un temps court politicien et qu'il nous faut, je crois que c'est Laurence Decoq qui l'évoquait dans un de ses commentaires en marge, il nous faut des institutions qui installent une réflexion éducative sur la durée longue. Moi, je suis partisan, je l'ai proposé il y a déjà très longtemps, ça n'a jamais semblé intéresser quiconque dans les gouvernants, mais je serai partisan d'une sorte d'instance qui est une officialité un peu comme le Conseil constitutionnel, si vous voulez, qui, en matière éducative, puisse à la fois interpeller les exécutifs, les ministres, garantir que les transitions ne sont pas des ruptures, garantir que les changements ne sont pas faits sans qu'on ait évalué à minima les résultats de ce qu'on avait imaginé avant. Regardez par exemple ce qui est advenu de plus de maîtres que de classes et la manière dont ça a été sabordé sans que réellement il y ait eu une évaluation solide de cela, et même avec des évaluations qui étaient plutôt positives. Regardez la façon dont on a abandonné et sacrifié la réforme des rythmes scolaires, qui certes n'était pas parfaite et qui demandait à être retravaillée, mais qui a été abandonnée sans qu'aucune évaluation sérieuse n'ait été faite. Je trouve que tout cela est très dommageable et je voudrais bien que nous ayons, je crois que le Québec a un peu quelque chose comme ça, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais un peu, que nous ayons une véritable instance quasiment inamovible, un peu comme un conseil constitutionnel qui puisse garantir cette continuité éducative. Et j'aimerais bien que cette continuité éducative soit placée sous le signe des droits de l'enfant. Je dis parfois aux collègues, et je vais enchaîner sur cette notion de résistance, soyons attentifs à la hiérarchie des textes. Une déclaration du ministre sur BFM, ça n'est pas une circulaire ministérielle. Une circulaire ministérielle a un statut. Une déclaration du ministre sur BFM n'a pas de statut. Et nous sommes aujourd'hui dans une confusion complète entre la parole quasiment divine du ministre, les circulaires qui sont normalement élaborées et passées à la moulinette d'un certain nombre d'expertises sur leur faisabilité et sur leur intérêt. Nous avons besoin de cela. Et puis, au-delà des circulaires, il y a les lois.
Et au-delà des lois, il y a des textes fondateurs. La France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte qui, dans la hiérarchie des textes, est au-dessus, très largement au-dessus de la quasi-totalité des textes réglementaires de l'éducation nationale. Et je crois que nous avons besoin réellement de revenir à cette hiérarchie des textes, de revenir aux textes fondateurs et de revenir aux enjeux forts à partir desquels nous pouvons résister. Alors résister, ça ne se fait jamais évidemment seul ou alors dans des conditions évidemment qui sont celles de l'héroïsme. La résistance, elle se fait en s'efforçant au quotidien avec ses élèves de faire émerger ces émancipations furtives qui font que les élèves qui auront découvert quelque chose avec nous, leur vie en aura été changée. Ils auront découvert que la vérité, ce n'est pas ce que leur enseigne, ce qu'ils trouvent sur YouTube, mais c'est ce qu'ils ont besoin de chercher, de travailler, ce qu'ils ont besoin. Ils auront découvert qu'il y a plus de plaisir à chercher qu'à posséder la vérité. Un élève qui a découvert, un seul élève dans une classe qui a découvert qu'il y a plus de plaisir à chercher la vérité qu'à la posséder, et nous avons résisté. Nous avons résisté à la fois à des injonctions absurdes et à une idéologie soit commerciale, soit religieuse, particulièrement dangereux. Et puis résister, ça se fait bien sûr au sein d'organisations, à condition que ces organisations soient entendues, à condition que ces organisations puissent participer à de vraies concertations et à des concertations qui ne soient pas des paliers. Alors, penser, repenser, oui, bien sûr, nous avons à penser, à repenser cette éducation nationale ensemble. Nous avons anticipé l'avenir. Il y a des échéances politiques prochaines. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux échéances politiques parce que, évidemment, c'est elles qui ponctuent notre vie démocratique. Eh bien, nous autres enseignants, nous avons besoin de dire, je crois, aux hommes et aux femmes politiques qui vont demander nos suffrages, d'être clairs sur le projet éducatif pour la nation qu'ils veulent et sur les moyens qu'ils mettront pour réaliser. Or, très souvent, et j'ai en tête de très nombreuses campagnes présidentielles, très souvent l'éducation est traitée par des groupes d'experts dans la marge, mais elle n'est pas au cœur des projets politiques. Demandons à l'occasion des échéances électorales à venir à ce que l'éducation soit au cœur des projets politiques. On parle beaucoup d'écologie, on a raison, l'écologie c'est l'avenir, mais l'éducation comme l'écologie c'est l'avenir. Et de toute façon, il n'y aura pas d'avenir sans éducation, pas plus qu'il n'y aura d'avenir sans école. Voilà, je m'arrête là pour ce premier bouquet de questions, Guylaine. Alors, on a beaucoup de remerciements. Je veux aussi le dire, Philippe, parce que dans les commentaires, on a beaucoup de remerciements. Merci de cette conférence riche, exigeante et ressourçante. C'est important de l'entendre, ça. C'est tellement rassurant d'entendre parler de façon intelligente. Merci. Alors, merci Philippe, à vous ce soir. Quel bonheur de penser, enfin, et de ne plus s'en sentir seul, de le faire. Merci, merci. Alors, je pense qu'effectivement, la question de la solitude des enseignants en ce moment est très importante parce que quand on veut mener une politique de rouleau compresseur comme le ministre le fait, eh bien, il essaye d'isoler les enseignants sur le terrain. Et c'est vrai que c'est avec des injonctions, vous l'avez dit, des injonctions et parfois des injonctions même contradictoires que les collègues se sentent isolés sur le terrain. Et donc, effectivement, pour résister, il faut faire du collectif et puis discuter. J'espère que cette conférence ce soir sera l'occasion aussi dans vos salles des maîtres demain de discuter, de relancer justement le débat de ce qu'est le métier d'enseignant dans ce contexte actuel qui est si particulier. Alors, je vais vous poser une question d'Antonella qui pose la question de la formation initiale. C'est quelque chose de très important. Que pensez-vous de la formation initiale aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, j'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'évolution de la formation initiale aujourd'hui, parce que ça change vraiment beaucoup. Le passage des SP aux INSP est en cours. Ce que je pressens avec le déplacement d'une partie, voire de la totalité du concours en fin de deuxième année, ce que je pressens, c'est une formation initiale qui sera très largement utilisée comme moyen de remplacement. C'est une formation initiale, voire comme moyen d'enseignement, et pas de remplaçant. C'est des gens en formation initiale qui seront très largement utilisés comme moyen d'enseignement, et une formation initiale un peu rabougrie. Ce que je n'ai cessé de dire, et en tant que directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être fidèle à
à des résultats de recherche qui maintenant sont très, très stabilisés. Je vais les formuler d'une manière très simple. Ce que nous savons, c'est que des jeunes enseignants qui sortent de formation initiale ne font pas avec leurs élèves ce qu'on leur a dit de faire, ils font ce qu'on a fait avec eux. C'est-à-dire, si on leur a fait des cours magistraux pour leur expliquer qu'il n'en faut point faire, ils feront ce qu'on a fait, parce que ce qu'on a fait avec eux a toujours plus de poids sur ce qu'ils vont faire avec leurs élèves que ce qu'on leur a dit. Et je trouve que ça, c'est un principe d'isomorphisme que nous n'avons pas suffisamment pris au sérieux. Que dans la formation initiale des enseignants, il y ait plus de coopération, qu'il y ait plus de recherche, qu'il y ait plus de tâtonnement expérimental et de formalisation, que des enseignants du premier degré et du second degré puissent travailler ensemble et s'enseigner réciproquement même. Moi, rien n'a été plus fort dans mon expérience de directeur d'IUFM que ces moments où j'ai demandé à des professeurs de mathématiques de faire des cours de mathématiques à des gens qui se destinaient au professorat de français, des moments où j'ai demandé à des professeurs de PS de faire des cours de PS à des gens qui se destinaient à la mécanique, ou des moments où j'ai demandé à des professeurs d'école de faire des cours sur la littérature, de faire découvrir la littérature de jeunesse à des professeurs d'anglais. Oui, il faut que les enseignants mettent l'acte d'enseigner lui-même, que l'acte d'enseigner lui-même soit au cœur de la formation. Voilà. Et que cet acte d'enseigner soit travaillé, soit réfléchi et éclairé. Et une des choses, alors certains diront que je prêche pour ma paroisse, hein, mais une des choses que je regrette beaucoup, c'est que dans la formation initiale, le patrimoine pédagogique soit aussi sous-estimé. Moi, j'ai beaucoup appris du patrimoine pédagogique, j'ai beaucoup appris de Pestalozzi, j'ai beaucoup appris de Makarenko, de Célestin Freinet, j'ai beaucoup appris de Paulo Freire, j'ai beaucoup appris de tous ces gens-là, et je pense qu'il nous faut revaloriser ce patrimoine pédagogique, le rendre vivant, le travailler pour enrichir notre regard, non pas pour faire d'une manière dogmatique ce que XY nous propose, mais pour enrichir notre regard, notre palette méthodologique, et pour nous approprier la dynamique pédagogique que ces personnalités-là, que ces figures de l'éducation ont pu porter. Je crois que ce patrimoine n'a pas suffisamment de place aujourd'hui dans la formation initiale. Voilà, j'aimerais aussi que dans la formation initiale, les mouvements pédagogiques, les mouvements d'éducation populaire, un certain nombre de mouvements qui travaillent sur des problématiques, je pense à ATD Carmonde avec la grande pauvreté, je pense à d'autres mouvements de ce type, il faudrait qu'ils puissent venir aussi pour parler aux enseignants des rapports avec les parents en situation de détresse, etc. Je crois qu'il faudrait que la formation des enseignants s'ouvre, mais que cette ouverture se fasse en se recentrant sur les problèmes professionnels. Voilà. Et puis je m'excuse d'y insister, mais pour moi, c'est fondamental. Je pense que la formation continue est aujourd'hui sinistrée et qu'elle doit être refondée. Et qu'elle doit être refondée complètement. Et avec des vrais moyens de remplacement, là, pour le coup. Il faut que les gens qui vont en formation continue puissent y aller sur des formations longues et en étant remplacés. J'ai vécu des moments extraordinaires comme directeur d'IUFM quand il y avait la possibilité pour certains enseignants du premier degré d'avoir 2 fois 6 semaines de formation continue dans l'année. C'était extraordinaire. Eh bien, tout ceci a disparu. Nous avons des formations continues parcellaires, complètement descendantes et minuscules. Ce sont des confettis de formation continue. Il faudrait que ces équipes puissent être accompagnées par des chercheurs, par des universitaires, par des formateurs, et qu'elles puissent être accompagnées en se revoyant 3 mois après, 6 mois après, pour se dire, voilà, on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà. Et que les propositions pédagogiques ne soient pas régies par des modes, aujourd'hui celles des neurosciences ou du développement personnel, hier celle du programme d'enrichissement instrumental, avant-hier celle de la méthode machin ou de la méthode truc. Il faut que les pratiques soient nourries de la réflexivité des enseignants eux-mêmes à travers leur travail d'investigation et la réflexion sur leur pratique. Et pour ça, il faut du temps. Et je trouve que ce temps manque et qu'il manque terriblement. Et si j'avais pour ma part, je le dis en toute simplicité, je crois que c'est une chose que j'ai dite à Vincent Payan quand je l'avais vu tout de suite après sa prise de fonction et qu'il m'avait dit quelle est votre priorité. Je lui avais dit, bon, les rythmes scolaires, c'est un point très important,
Et effectivement, vous avez raison d'y travailler, mais moi, je mettrais d'abord la formation continue des enseignants. Et je mettrais d'abord la formation continue et j'exigerais de l'éducation nationale qu'elle donne au moins autant pour chaque enseignant que ce que l'État exige que chaque entreprise privée donne pour ses salariés. Ce qui est très, très loin d'être le cas aujourd'hui, que je regrette infiniment au moment où tout le monde prétend militer pour la formation tout au long de la vie. Voilà, je m'arrête là sur ces questions-là. Vous avez raison, la question de la formation continue, c'est crucial. Je fais partie, comme beaucoup de nos spectateurs ce soir, très certainement, de cette génération qui, comme vous le dites, avait des semaines de formation. Ça permettait aussi le regard croisé des enseignants, ça permettait de revenir sur la pratique. Il y avait vraiment des intérêts à cette formation continue et qui, effectivement, n'est plus à l'œuvre et puis qui ne permet pas, on n'a plus le temps d'avoir ce regard croisé. Alors, je vais reprendre les questions. On a notamment des questions sur l'enseignement spécialisé qui est mis à mal. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure, mais qui n'est pas, qui a aussi disparu de notre école, c'est plus de mètres que de classe, mais on est aussi très, très touché par les fermetures, notamment des postes de RASED, de réseau d'aide, et l'enseignement spécialisé est attaqué aussi ces dernières années. Il y a une question également sur l'inclusion. L'inclusion dans beaucoup d'écoles provoque des souffrances d'élèves, d'enseignants. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour que cette inclusion fonctionne dans toutes nos écoles? Alors là, c'est le paquet, on va dire, enseignement spécialisé et puis la question de l'inclusion. Et puis, on a aussi, d'un autre côté, la question de la coéducation. Est-ce que c'est un vœu pieux? Quelle est la place pour ces différents acteurs dans la coéducation? On a parlé tout à l'heure des associations complémentaires, comment on en a parlé pour la formation, mais au sein de l'école, comment est-ce qu'on peut aussi travailler aussi avec nos partenaires de l'école? Oui, merci Guylaine. Alors, enseignement spécialisé inclusion, je dois dire tout de suite que autant il y a des domaines sur lesquels j'ai fait des recherches et j'ai travaillé comme chercheur au quotidien à côté des enfants, autant là-dessus, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont beaucoup appris, mais je n'ai pas fait de recherche personnelle et je n'en suis pas spécialiste. Ce que je repère néanmoins, c'est que on n'a jamais parlé autant d'école inclusive au moment où on n'a jamais mis autant en difficulté l'éducation spécialisée et supprimé autant de postes en RASED. Alors, il y a pour le moins une contradiction dans les termes. Si on veut une école inclusive, et nous voulons tous une école inclusive, l'école est par définition inclusive. Personne ne veut d'une école qui exclut. L'école doit inclure le plus grand nombre d'enfants possible. Mais pour cela, il lui faut des moyens avec des personnels qui connaissent un petit peu les difficultés spécifiques des élèves. Moi, j'ai été un très grand défenseur des RASED. Je n'ai jamais compris les attaques qu'ils ont été l'objet. Si, je les ai compris pour des raisons financières, corporatistes, mais pas sur des raisons pédagogiques, parce que c'est une formule extrêmement intéressante dans son principe, les RASED. Ça consiste on le sait ici, bien sûr, ça consiste à permettre à des enseignants spécialisés d'intervenir dans des classes sans regrouper pour autant des élèves dans des situations qui les ghettoisent. Et donc, ça apporte une aide spécifique tout en permettant la construction du commun, ce qui est quelque chose de formidable. J'ai même, dans un projet de réforme qui n'a jamais vu le jour, quand j'étais au Conseil national des programmes, proposé et construit une simulation des RASED pour le collège, hein, en incluant d'ailleurs les assistantes sociales, les infirmières scolaires, etc., pour avoir ces équipes qui viennent là en renfort des enseignants pour les aider à mettre en place une école authentiquement inclusive. Alors après, sur l'inclusion, je suis partagé. Je suis partagé parce que, comme vous le disiez, Guylaine, il y a un certain nombre d'enfants qui sont inclus sans que les moyens soient donnés aux enseignants d'accompagner cette inclusion. Je suis partagé aussi parce qu'une inclusion qui consiste simplement à asseoir un élève dans une classe sans lui faire réellement partager des activités pédagogiques ni lui apporter une aide spécifique, c'est une exclusion de l'intérieur. C'est quelque chose qui va encore plus stigmatiser l'élève en question. Et donc, je crois qu'il nous faudrait poursuivre les recherches sur l'inclusion. Je vais esquisser une hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, et c'est une hypothèse qui m'est chère, sur laquelle j'ai travaillé un petit peu avec des collègues, et en particulier, je pense à tous les gens de l'éducation spécialisée
de l'UFAIS à l'époque, de l'IUFM de Lyon, qui étaient des gens absolument formidables, qui m'ont beaucoup appris. Je pense qu'une hypothèse serait que on pourrait avoir des classes dédiées à des difficultés spécifiques, mais qu'il nous faudrait à côté de cela que les élèves qui sont dans ces classes-là aient des activités communes. Quand je parle d'activités communes, ça veut dire des activités où on garantit qu'ils puissent s'investir comme les autres. Hein, et on sait qu'il y en a. Moi, j'ai travaillé avec des enfants porteurs de handicap qui s'investissaient dans du théâtre, dans des percussions, qui s'investissaient dans des échanges, qui s'investissaient dans de la technologie, etc. Je pense qu'on devrait réfléchir à penser l'inclusion en termes de groupes de besoins. Pour dire les choses de manière un peu simple, groupe de besoins à la fois parfois homogènes quand des personnes ont les mêmes difficultés et groupe de besoins hétérogènes quand on veut que les personnes travaillent ensemble sur des activités communes pour apprendre à faire société. Voilà. Mais je redis, ce sont plutôt des hypothèses, des explorations, et je renverrai là-dessus à mes collègues spécialistes. Il y en a beaucoup qui travaillent sur cette question d'éducation spéciale. Alors la coéducation, oui, la coéducation, Guylaine, j'avais oublié d'en parler. Oui, je l'ai évoqué rapidement. La coéducation, c'est le contraire de la suspicion réciproque, de cette suspicion qui fait que les parents suspectent les enseignants de ne pas faire ce qu'il faut pour leurs enfants, tandis que les enseignants suspectent les parents de vouloir faire trop d'intrusion dans la classe. La coéducation, c'est l'effort pour réunir les forces autour de ce qui est le développement de l'enfant et ses apprentissages. Je vais prendre un exemple tout bête et tout simple, celui du numérique. Et le confinement là-dessus nous a appris bien des choses. La question du numérique ne peut pas être traitée simplement par les parents et simplement par les enseignants. C'est une question qui demanderait qu'on travaille ensemble, parents et enseignants. Et il y a pas mal de questions comme ça qui demanderaient qu'on réfléchisse et qu'on travaille ensemble sans que les uns et les autres donnent des leçons aux autres, sans que les enseignants donnent des leçons aux parents sur comment il faut faire dans la famille, ni que les enseignants donnent des... pardon, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Et je pense qu'il y a un gros enjeu. Je le dis souvent quand je rencontre et quand nous travaillons sur des situations concrètes avec les collègues du SNUIPP dans les différents départements. Je dis souvent, ne négligeons pas les relations avec les parents. Nous sommes en face, là, je quitte mon obligation de réserve, mais vous avez perçu que je ne l'utilise pas beaucoup, c'est pour ne pas l'user. Nous sommes quand même en face d'un ministère, d'un ministre qui joue massivement les parents et l'opinion publique contre les enseignants à certains moments. C'est pas tolérable. Il nous faut faire des parents nos alliés. Il nous faut faire des parents nos alliés dans la transformation de l'école. Il faudrait, moi je le souhaite en tout cas, que dans toutes les écoles, il y ait un travail de fond sur la communication avec les familles, et en particulier avec les familles les plus éloignées de l'école. Il faudrait que les directeurs et les directrices d'école aient plus de temps pour cela. Je souhaite aussi que pour le second degré, les professeurs principaux soient réellement déchargés, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une prime, et que je souhaiterais même qu'ils aient un bureau dans l'établissement pour recevoir les parents. Je pense que reconstruire une relation de confiance avec les parents est essentiel pour résister à cette perversion à laquelle nous assistons aujourd'hui de la part du ministre, qui consiste à jouer les parents contre les enseignants, ce qui est absolument insupportable et ce qui est pour nous extrêmement mortifère et dépressif, et parce que nous sommes aussi parents, nous, pour la plupart d'entre nous. Donc non, faisons de cette relation avec les familles un chantier, y compris un chantier syndical. Je pense que c'est un chantier syndical important. Nous avons besoin d'une alliance avec les parents, qu'ils comprennent les enjeux de l'école et qu'ils comprennent que l'avenir de leurs enfants, ça n'est pas nécessairement suivre les directives démagogiques et les accusations des enseignants qui disaient ici ou là, par la presse ou par... Voilà, je m'arrête là, Guylaine, et puis on passe éventuellement à la dernière. Oui, alors on va faire un petit couplet avec les dernières questions. Effectivement, vous avez raison de parler de la relation avec les parents au SNUIPP. C'est quelque chose que l'on porte aussi. Et on est souvent d'ailleurs en relation, et depuis quelque temps, beaucoup avec la FCPE, nous défendons beaucoup de choses avec eux, mais c'est vrai que la place des parents dans l'école est très importante et doit pouvoir nous faire avancer. Alors, je vais vous faire deux questions un petit peu différentes, mais des questions d'actualité. Alors, vous le savez, Nathalie Elimas, secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, a dévoilé sa nouvelle politique
de l'éducation prioritaire en début de semaine dernière. Justement par rapport à l'éducation prioritaire et par rapport à cette question-là. On a eu des questions dans le chat là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle politique? On sait que la lutte contre les inégalités scolaires est très importante et enfin, en tout cas au SNUIPP, nous défendons qu'il faut justement tout faire pour réduire ces inégalités scolaires. Comment, quelle politique d'éducation prioritaire il faudrait mettre en œuvre pour justement réussir à combattre ces inégalités? Ça, c'était la première dans l'actualité. Et puis la deuxième d'actualité, on a fait aussi ces conférences numériques au moment où se tient le Grenelle de l'éducation. Nous avions envie aussi d'avoir notre part, nous, dans la discussion auprès de nos collègues, et c'est pour ça aussi qu'on a mis en œuvre toutes ces conférences, parce qu'on avait besoin de cette discussion. Que pensez-vous de ce Grenelle? Est-ce que vous y participez? Est-ce que vous avez un avis sur ce Grenelle? Alors d'abord, je voudrais dire que sur le projet de réforme de l'éducation prioritaire, je n'ai pas suffisamment d'informations aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer en toute connaissance de cause. Nous n'avons que quelques intentions. Nous savons qu'il y aura 3 académies expérimentales. Nous savons qu'on va vers un système de déclassement, mais qui pourrait se reconvertir en système un peu plus progressif. Moi, je demande à voir. Je suis inquiet qu'on détricote l'éducation prioritaire. Elle est déjà détricotée pas mal. Hein, Jean-Yves Rochex l'a dit l'autre jour. Je voudrais qu'on refonde, comme cela a été à plusieurs fois proposé et jamais véritablement fait, l'éducation prioritaire. Je vous rappelle quand même que tout le monde le sait, bien sûr, que quand Alain Savary, qui fut un grand ministre de l'Éducation nationale, et qui est tombé sur un projet de grand service public laïque et unifié qui n'était pas aussi absurde que cela, bien loin de moi cette idée. Je crois que quand Alain Savary a créé les zones d'éducation prioritaire, il avait dit il faut donner plus et mieux à ceux qui ont. Et souvent, on oublie le et mieux. Plus et mieux, c'est important. Et là, ça veut dire des enseignants qui ne soient pas des contractuels et des vacataires. Et hier, nous étions dans une autre visioconférence en relation avec notre collègue Véronique Decker, qui connaît très bien, qui a enseigné dans le 93 jusqu'à l'année dernière et qui nous disait l'extraordinaire masse de vacataires embauchés aujourd'hui dans l'éducation prioritaire, sans formation, mis sur le terrain, sans aucune préparation ou avec une préparation minimale, ça c'est insupportable. Ça c'est pas donner, on peut donner quelques heures de plus, mais si on ne donne que des vacataires, on ne donne pas mieux. Donc il y a un vrai travail à faire pour attirer les enseignants expérimentés et les accompagner dans l'éducation prioritaire. Je dis souvent que quand le général de Gaulle a voulu, pendant les 30 Glorieuses, former des ingénieurs, il a mis le paquet, y compris financièrement, sur les prépas aux grandes écoles. Il a déchargé les profs de prépa d'une manière significative en disant ce sont eux qui sont au front puisque nous avons besoin d'ingénieurs. Aujourd'hui, il y a des zones sinistrées où il est devenu extrêmement difficile d'enseigner. Je pense qu'il faut donner aux enseignants qui vont des conditions de travail bien meilleures que celles qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Après, attendons de voir. Je me méfie des effets d'annonce. Je me méfie des annonces par la presse ou les médias qui ne sont pas encore concrétisés par des textes, ce qui est le cas de cette annonce sur l'éducation prioritaire. J'attends de voir un peu plus près ce qui va se passer. Le Grenelle de l'éducation. J'ai du mal à voir l'ensemble du dispositif, il est complexe. Si j'ai bien compris, il y a 17 ateliers dans lesquels sont impliquées les organisations syndicales et professionnelles. Il y a un colloque le 1er décembre et il y a des groupes de travail thématiques. Je le dis d'une manière très, très libre, parce que quelqu'un dans le chat là, me disait vous participez au Grenelle de l'éducation. Oui, mon nom est apparu dans l'atelier piloté par Boris Cyrulnik sur la formation des enseignants comme expert, mais je me suis récusé. Je me suis récusé parce que je n'ai pas considéré que les conditions dans lesquelles devait fonctionner cet atelier et qui m'étaient décrites garantissaient que les chercheurs et les praticiens et les personnes impliquées dans la formation des enseignants capables de comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de le faire progresser étaient là. Et puis qu'il y avait des inégalités. Par exemple, la seule association sollicitée comme expert était l'association Vers le haut, qui est une association d'orientation
bien identifiée, qui a sa légitimité, mais qui ne peut pas être la seule à consulter sans que ne le soit la Ligue de l'enseignement, les mouvements d'éducation populaire, les mouvements pédagogiques, etc. J'ai considéré que ça n'était pas les conditions favorables à une réflexion solide et sérieuse. Et cela m'a été confirmé, je dois dire, quand j'ai pris connaissance du programme du colloque scientifique du 1er décembre, colloque scientifique sur l'avenir du métier d'enseignant, où ne figure aucun historien. Alors, comme Laurence Decoq l'a signalé dans les notes, je pense que l'enseignement, plus que tout autre métier, a besoin de la conscience de son histoire, de son patrimoine, de s'inscrire dans un héritage. Je crois que c'est absolument fondamental. C'est vrai pour les autres métiers aussi. C'est vrai pour les métiers du bois, les métiers, c'est vrai pour le carrossier, c'est vrai pour tout le monde. Mais pour l'enseignement, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment identitaire. Et je pense que l'absence d'historiens, c'est très dommageable. L'absence de sociologues, l'absence complète de sociologues est tout à fait inacceptable, que l'absence complète de chercheurs en sciences de l'éducation est quand même extrêmement problématique et que l'absence de réflexion pédagogique est aussi très problématique. Donc nous sommes quand même dans une journée le 1er décembre, que je vous invite à suivre par Internet pour vous faire une opinion par vous-même si vous avez du temps, qui est une journée de l'entre-soi, qui est une journée pilotée par le Conseil scientifique de l'éducation, où les proches du Conseil scientifique de l'éducation vont, me semble-t-il, nous redire ce qu'ils nous ont déjà dit 2 ans et demi maintenant et que nous connaissons bien. Je m'inquiète que cela fasse autorité et j'espère que cela ne fera pas autorité. Je crois qu'un Grenelle de l'éducation était possible. Je crois qu'il était souhaitable, un vrai Grenelle de l'éducation. Je dois dire que celui qui se profile et qui est en train de se mettre en place est très loin d'être à la hauteur du Grenelle de l'environnement qui avait été mis en place par quelqu'un qui n'avait pourtant pas ma sympathie politique, qui était Nicolas Sarkozy. Et c'est donc pas peu dire que de dire que ce Grenelle de l'éducation est très loin de celui-là. Voilà. Pour ma part, je n'y parle pas. Merci pour toutes ces réponses, Philippe. Et effectivement, ce Grenelle n'aura certainement pas les ambitions et il ne mettra pas forcément les moyens que nous demandons, nous, au SNUIPP. Vous l'avez dit aussi, la question du métier enseignant et notamment du recrutement des contractuels aujourd'hui pose problème dans l'éducation nationale parce que nous avons réclamé au SNUIPP et à la FSU depuis 6 mois des recrutements d'enseignants pour faire face à cette crise et nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous demandions, et il était possible de recruter tous les enseignants sur liste complémentaire qui n'ont pas été recrutés. Aujourd'hui, nous sommes face à des contractuels qui vont être recrutés pour 3 mois. Ce n'est pas envisageable pour nous dans les écoles, c'est compliqué et nous avons besoin d'enseignants formés pour exercer le métier, ce métier si complexe que vous avez déroulé ce soir. Il est temps pour nous de clore cette conférence. Je vais me faire le relais de tout le SNUIPP, mais également de tous ceux qui sont connectés ce soir parce qu'il y a beaucoup de messages de remerciements. Donc, je vais vous remercier, Philippe, d'avoir bien voulu participer à cette conférence très riche et très reboostante, comme le disent certains dans le chat. Merci à vous. Je dis à tous ceux qui sont derrière leur écran que si vous voulez revoir cette conférence ou bien donner le lien à vos collègues, très prochainement, elles seront en lien sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube et elle sera bien évidemment visible sur notre site, sur notre Facebook, puisqu'elle a été enregistrée. Voilà, eh bien, il me reste à vous dire bonne soirée. Merci encore Philippe et à très bientôt au SNUIPP parce que nous avons l'habitude de nous y retrouver. Merci à vous, bon courage pour tout. Lisez le Fenêtre sur cours que Guylaine a présenté, il est d'une extraordinaire richesse. Il y a plein de bonnes idées. Et puis, syndiquez-vous aussi, allez dans les mouvements pédagogiques, dans les mouvements d'éducation populaire. Il est temps. Merci. Bon courage à vous tous. Bonne soirée. Merci Philippe. C'est bon, là, on n'est plus…